Nous sommes le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était il y a 63 ans, jour pour jour, un Congo indépendant. Mais est-il entièrement décolonisé? Alors pour tenter de répondre à cette question et surtout pour essayer de bien différencier ces deux termes, nous recevons Emmanuel Chimenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de plaidoyer et de formation pour la commission Justice et Paix justement. Vous publiez un texte sur cette question. Comment est-ce qu'on différencie ces deux termes, donc indépendance et décolonialisation? Alors c'est très simple. Il faut se rendre compte qu'en fait le terme d'indépendance prend en compte les questions donc politiques, donc finalement les liens politiques entre la Belgique et le Congo, les liens politiques entre un colonisateur et un colonisé. Tandis qu'en fait la décolonisation prend en compte tout le reste. Donc, c'est-à-dire que c'est bien plus large que ce qui est politique. Donc, c'est social, économique, psychologique, philosophique, etc. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Donc, c'est plus facile de répondre à la première question. Le Congo est-il indépendant? Oui. Est-il décolonisé? La réponse est non. C'est aussi simple que ça? C'est ça. C'est ça, il y a nécessité en fait d'aller plus loin, de faire beaucoup plus d'efforts, parce que comme je vous le dis, ça prend en compte des questions beaucoup plus larges. Et quand on a un tel passé colonial entre les deux pays, est-ce que, selon vous, dans un futur proche, le Congo pourra être totalement décolonisé? Alors, dans un futur proche, je ne pense pas, parce que ce sont des questions... Vous savez, je travaille sur les questions de mémoire et de réconciliation à la Commission Justice et Paix, et c'est souvent des questions qui prennent beaucoup de temps, en fait, et beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver. Et donc, ça nécessite, en fait, de voir les questions dans une temporalité assez large. On parle de plusieurs générations sur ces questions-là. Et donc, ça nécessite effectivement d'être intentionnel, mais aussi de prendre du temps par rapport à ça. Oui, et du travail des deux côtés de chaque pays. Il faut faire notre travail ici aussi. On en parlera un petit peu plus tard, parce que les sujets de décolonisation, eh bien, on en discute aussi à Bruxelles sur plein d'aspects parfois assez... pratique, mais je voulais revenir sur ce terme de décolonisation parce que vous le dites vous-même dans le texte que vous publiez dans ce plaidoyer. Il n'y a pas réellement une définition de décolonisation, il y en a aussi plusieurs. Si, il faut quand même apporter des balises là, dans notre discussion. Comment vous le définiriez, la décolonisation ? Finalement, la décolonisation, je me baserai sur les travaux de Matthijs et Van Beurden qui définissent la décolonisation comme un processus qui consiste à dénouer justement les liens entre le colonisateur, l'ancien colonisateur et le colonisé, et à instaurer la souveraineté des anciens pays colonisés. Et donc c'est comme ça que je le définirais. Effectivement, c'est large, c'est très large, vous le voyez, je parlais des différents liens, et c'est très important de prendre ça en compte. Quand on parle du fait que la décolonisation, voilà, plusieurs interprétations, c'est aussi notamment parce qu'il y a beaucoup en fait de liens entre les deux, le colonisateur et l'ancien colonisé. Et pour rester sur cet aspect-là, vous parlez aussi plutôt de pensée décoloniale, parce qu'on le voit maintenant, ça prend parfois des ampleurs idéologiques, politiques, au-delà d'une définition. C'est une pensée. C'est une pensée parce que ça englobe donc aussi, il y a une nécessité en fait de comprendre quel est l'intérêt en fait de décoloniser. Il y a une nécessité de comprendre aussi les liens, parce que il y a dans certains domaines c'est très subtil. C'est très subtil, et donc il faut pouvoir en fait les discerner pour pouvoir travailler dessus. Et donc c'est ça qui nécessite en fait de pouvoir prendre ça en compte dans une pensée globale qui prend en compte justement la philosophie, la psychologie, etc., etc. Parfois aussi des domaines qui ne sont pas forcément liés, comme l'économie et la philosophie dont je viens de parler. Vous nous parlez là de plusieurs domaines, et notamment le domaine économique, donc des domaines plus concrets. Vous pouvez nous donner peut-être justement un exemple concret qui prouve que le Congo n'est pas entièrement décolonisé, je ne sais pas, sur des matières économiques ou autres? C'est encore finalement des questions assez subtiles en termes de relations économiques entre justement deux pays. Et c'est là aussi où est la question en fait de la hiérarchie entre deux pays qui se basent justement sur des questions de racisme, etc., qui sont directement liées en fait à cette période coloniale. Et donc là, par exemple, un exemple concret que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est par exemple en termes de quand on parle d'indépendance. Je vais refaire le lien entre l'indépendance, la période
en fait, pendant laquelle l'indépendance a été négociée, il y a une table ronde économique où en fait le Congo, si je dois paraphraser, s'est vraiment fait avoir à plusieurs niveaux par rapport justement à cette indépendance, où ils ont dû prendre sur eux les dettes qui avaient été justement contractées par la métropole coloniale à l'époque. Et donc, sur ces termes-là, on peut se rendre compte alors que finalement, l'héritage de ces dettes que le Congo doit encore porter, et ben c'est là en fait que se trouvent également les questions de décolonisation en fait. C'est sur ces questions-là concrètement qu'on est. Mais donc aujourd'hui, la Belgique profite encore un peu économiquement du Congo, même parfois peut-être avec des contrats qui peuvent se nouer entre entreprises ou... Oui, ce sont des choses, comme je disais, qui sont très subtiles. Par exemple, à la Commission Justice et Paix, on travaille beaucoup donc sur la prévention des conflits liés aux ressources naturelles. Et ben justement, les ressources naturelles du Congo sont vraiment, on les pille encore aujourd'hui. Et pour ça, évidemment, il y a des massacres qui sont faits, il y a des populations qui sont dans des situations horribles pour pouvoir piller ces ressources naturelles. Et effectivement, pas que la Belgique, hein, je ne vais pas pointer du doigt la Belgique, c'est un problème systémique et il faut vraiment le voir comme un problème systémique. Il y a plusieurs pays qui en profitent et notamment la Belgique, et c'est pour ça que nous avons notamment un plaidoyer au niveau de l'Union européenne pour ramener en fait cette prise de conscience-là et de mettre en place des mesures concrètes pour pouvoir arrêter cela. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre plaidoyer, ce problème systémique. Hein, on en parle souvent, que ce soit pour des questions de racisme ou d'ici de décolonisation. Ça veut dire que le problème, il vient du système. Ça veut dire que c'est là qu'il faut le changer, c'est là-bas, ou c'est ici qu'il faut le changer, le système ? Eh ben, finalement, en 2023, on est un peu dans un monde globalisé. Donc, on est en lien les uns avec les autres. Et donc, finalement, quand on travaille ici, d'une certaine manière, on travaille aussi là-bas. Alors, effectivement, selon les régions où on se trouve, il y a des priorités. Il y a des priorités et quand on voit par exemple la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a quand même des priorités, des questions de vie ou de mort qui sont en jeu aujourd'hui. Et donc je dirais que c'est pas une grosse priorité pour le moment en République démocratique du Congo, mais par contre en Belgique ça l'est. Et je vais directement faire un lien avec les questions systémiques, les questions structurelles, comme quand on parle de racisme structurel, de racisme institutionnel, c'est précisément cela. En fait, ce sont des inégalités, des injustices qui sont plus profondes de nos systèmes, aux fondations même de nos systèmes. Et c'est là qu'il faut travailler. Et c'est comme vous pouvez le deviner, c'est vraiment très profond. Et ça nécessite donc un travail profond. D'où la décolonisation, en fait, ce qui est bien plus profond que simplement une indépendance politique qui est, c'est vrai que c'est flash. On voit que, il y a une... Il n'y a plus vraiment de lien politique, mais en fait, les relations coloniales sont toujours là. Les questions en fait, de racisme qui ont vraiment pénétré le système, la société sont toujours là, toujours présentes. Et maintenant, on le voit en fait avec également, donc, comme je le disais, des sociétés globalisées où on voit en fait les héritiers, finalement les descendants de ces pays-là qui viennent vivre maintenant en Europe, dans les pays anciens colonisateurs. Il y a maintenant dans la société des différences de traitement, notamment liées au racisme, etc. Et c'est là où en fait on voit la problématique et la nécessité de travailler dessus, de travailler sur les fondements de notre société. Et quand vous voyez qu'encore aujourd'hui, en 2023, on a des grands débats de société ici à Bruxelles sur changer le nom d'une rue ou enlever, déboulonner une statue d'une représentation politique ou royale qui incarnait cette colonisation. Quand vous voyez qu'il y a ces débats de société en 2023, est-ce que vous dites qu'on va dans le bon sens ou vous dites qu'est-ce qu'on est en retard ? Un peu des deux. On va dans le bon sens. C'est nécessaire en fait de pouvoir discuter de cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur des questions de mémoire, justement, de représentation dans l'espace public. C'est là les questions aussi de mémoire, de voir en fait sur quoi est-ce qu'on va finalement se fonder en tant que société. C'est ça en fait finalement la décolonisation aussi, c'est la réévaluation ou la déconstruction de la représentation de l'autre et de soi-même. Et donc effectivement aussi
la réévaluation de notre passé. Et donc de voir en fait finalement notre passé, il y a des choses horribles qui se sont passées et il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en discuter et voir comment est-ce qu'on va le gérer, notamment sur les questions de statut, etc. Mais il y a effectivement moyen d'aller bien plus loin et c'est pour ça qu'on travaille également pour mettre ça en lumière. Alors ça, c'est ce qui peut se faire ici, notamment en termes de débat et d'avancée. Mais qu'est-ce qui peut encore être fait au Congo, dans les relations belgo-congolaises, pour essayer de sortir de cette décolonisation? Comment est-ce qu'on avance dans des relations diplomatiques et commerciales entre deux pays qui ont un lien historique, tout en essayant de couper ce passé colonial? Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer encore ensemble? Comme je le disais, c'est l'instauration de la souveraineté. Et donc de respecter cette souveraineté. Je crois que ça, c'est déjà un point qui est très, très important. C'est de sortir cette altérité subordonnée, c'est un terme que vous utilisez? Exactement, de ne plus voir l'autre comme inférieur, en fait. Parce que, comme je le disais, dans nos fondements, c'est ça qui s'est passé, en fait. Nos sociétés ont été construites sur cette idée que l'autre est inférieur et qu'on peut finalement profiter de lui, de ses ressources, etc. Et donc de pouvoir sortir de là, de considérer l'autre finalement comme au même niveau, de considérer l'autre être humain en face de moi comme au même niveau que moi, qui mérite la même dignité humaine que moi. Et c'est là en fait où on peut sortir de cela. Je parlais de réévaluation, de déconstruction, de la représentation de l'autre et de soi-même. Et c'est là finalement qu'on est dans la décolonisation, c'est de pouvoir sortir de cette idée que l'autre est inférieur. Et enfin, il y a une grande diaspora logiquement congolaise ici à Bruxelles. Est-ce que cette responsabilité, elle leur impute aussi, ou justement c'est une très mauvaise idée de voir cela comme ça, est-ce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans ce futur et cette future décolonisation totale du Congo et de son rapport à la Belgique? Oui, je crois que la diaspora a un rôle à jouer. Je crois qu'elle la joue d'ailleurs déjà. Aujourd'hui, il y a beaucoup en fait d'initiatives qui sont prises par la diaspora justement pour créer des espaces de discussion, pour ramener en fait ce débat sur la table au niveau politique par rapport à ça. Donc, je crois que la diaspora joue un rôle et continuera à le jouer. Mais je crois qu'aussi il faut pouvoir accompagner tous ces mouvements-là et vraiment les soutenir. Merci beaucoup Emmanuel Chimanga d'être venu nous voir ici en studio. Je rappelle que vous êtes donc chargé de plaidoyer et de formation pour la commission Justice et Paix. Vous êtes donc venu nous éclairer le jour de cette date symbolique sur la différence entre indépendance et décolonisation. Merci beaucoup. Merci à vous.